Le camp de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie, accueille entre 10 000 et 20 000 réfugiés palestiniens. 40% sont âgés de moins de 15 ans. Mon frère s'est fait tuer le 17 novembre. Qu'Allah lui fasse miséricorde. À chaque fois que j'entends le mot armée, j'ai peur et je ressens un pincement au cœur. Alors je fuis le plus loin possible du camp. Mon frère est mort depuis une semaine et je n'ai dormi que 2 nuits. On passait nos journées ensemble, il me manque. Le bourdonnement des drones israéliens est incessant. Le camp de Jenin est considéré comme un bastion de combattants de la résistance palestinienne. Avant le 7 octobre, les raids israéliens n'étaient menés que la nuit. Depuis l'attaque du Hamas sur Israël, ils ont lieu aussi de jour. Ce qui augmente le risque pour les enfants d'être tués dans des tirs croisés. Il y a 3 mois, Ammar, le frère de Ryan, aurait été, selon ses proches, abattu par un tireur d'élite israélien. L'armée israélienne ne s'exprime pas. Ryan était juste à côté de lui. Le frère de Ryan est considéré comme un martyr. Les plus beaux souvenirs du camp sont avec Ammar. Lesquels, par exemple? Par exemple, quand on se réunissait tous ensemble et qu'on allait à la piscine. Je n'aime plus venir ici. Quand mon frère était encore en vie, c'était bien, mais maintenant, je ne supporte plus cet endroit. On suit le chemin des martyrs. On ne peut pas grandir, se marier ou construire une maison. On est tous destinés à être des combattants de la résistance. C'est ça notre voie. Chaque famille a son martyr. Y compris des enfants. La plupart des hommes jeunes nous ont quittés. Ceux qui restent sont ceux qui n'ont rien. Ils peuvent lancer des missiles ici. Il a riposté. C'est normal, à sa place je ferais pareil. Voilà la Jeep. Où ça? Là. Les habitants du camp sont majoritairement les descendants de Palestiniens expulsés de la région d'Haïfa, l'actuel Israël, après la guerre de 1948. Ce territoire d'à peine un demi-kilomètre carré est sous la juridiction de l'autorité palestinienne. Chaque génération a fait l'expérience personnelle de la violence. Repère de groupes armés palestiniens, le camp est régulièrement la cible des forces israéliennes. Les adolescents, surtout les garçons, sont les plus exposés. Après une série d'attentats suicides en Israël et en Cisjordanie, l'armée israélienne a lancé un assaut contre Jenin en 2002. L'opération a tué 52 civils palestiniens et 23 soldats israéliens. Youssef est fan du Real Madrid. Âgé de 9 ans, il est l'aîné d'une fratrie de 3 enfants. Sa famille s'efforce au mieux de le préserver de la violence. Youssef et son grand-père, âgé de 88 ans, Abou Mota Hassem, passent beaucoup de temps ensemble. C'est un bon garçon. Il faut qu'il se fixe des objectifs. Certains sont doués à l'école. Il a des aptitudes, comme son père. C'est ce qu'il a de mieux à faire. Ceux qui ne vont pas à l'école ne réussiront jamais dans la vie. Youssef est scolarisé en CE2 dans une école privée. Naturally, it was suspected, so the master of the house.
Même si sa famille cherche à le protéger, il sait ce qui se passe à l'extérieur. J'ai été réveillée par des tirs. J'ai vu un bulldozer et entendu le bruit. Je savais que c'était l'armée. J'ai allumé mon téléphone et je me suis rendormie. Les bulldozers font un bruit genre douf, douf. Mais ils n'entrent pas dans les maisons. Il y a juste eu des tirs et des affrontements, c'est tout. La routine. Des sirènes avertissent la population à l'approche des forces de défense israéliennes. L'imam appelle à la résistance dans tout Jénine. Prenez vos armes. La nuit vous craint et la terre vous enlace. C'est la révolution à laquelle ont appelé les brigades des martyrs d'Al-Aqsa et les brigades de Jénine pour combattre cet ennemi perfide. Bienvenue dans l'enfer de Jénine. Suite à la guerre des 6 jours, en 1967, Jénine passe sous occupation israélienne. Depuis l'accord Oslo II signé en 1995, la ville de Jénine est sous contrôle palestinien. Mais tous les Palestiniens de Cisjordanie sont soumis à la loi martiale. Dès que les forces armées israéliennes se retirent du camp, les habitants évaluent l'étendue des dégâts et recherchent les morts et les blessés. Le passage des véhicules militaires détruit le revêtement des routes ainsi que le réseau d'eau et d'égouts déjà médiocre du camp. Équipée seulement de tracteurs, la ville ne peut effectuer que des réparations de fortune. Les premiers cortèges funèbres ne tardent pas à apparaître. Zahar est enseignante dans une école du camp. Elle veut rendre un dernier hommage à ceux qui viennent de décéder. Elle a suivi une formation en psychologie et depuis des années, aide les enfants et les adolescents du camp. Qu'ils soient combattants de la résistance ou non, tous ceux qui meurent sous les assauts de l'armée israélienne se voient attribuer le titre de martyr, y compris les enfants, les adolescents et les simples passants. Viens me parler. Pourquoi tu pleures? C'est son frère, le martyr. C'est ton frère? Tu viens ici tous les jours? Oui, c'est la tombe de Naban. Oui, Saïd. Oh, il est là, le petit chéri. Qu'Allah leur fasse miséricorde. C'est son fils, hein? Lequel? Saïd est son petit-fils. Il est mort pendant le bombardement? Venez vous asseoir ici, chère madame. Mon petit Saïd, mon trésor. C'est la volonté d'Allah. Mon chéri. Je suis dévastée. Vous êtes une parente? Son petit-fils est mon neveu. Naban lui a demandé de l'accompagner. Il y avait des drones, mais il a insisté pour qu'ils viennent. Il était sur son téléphone. Dès qu'ils ont atteint la porte du magasin, le drone les a bombardés. 3 jours plus tard, Naban décédait à son tour. Naban et Saïd sont enterrés dans ce cimetière. Selon les propos de l'armée israélienne rapportés dans les médias, la frappe de drone visait Yasser Hanoun, un haut commandant palestinien. Il dit qu'il veut devenir un martyr. Tu veux que ta mère vienne te voir ici et se recueille sur ta tombe? Regarde cette grand-mère qui pleure son petit-fils. Tu veux infliger la même chose à ta mère? Tu veux lui briser le cœur? Vous voulez faire quoi quand vous serez grand? Et toi? Combattant. Combattant? Et toi? Résistant. Résistant? Et toi?
Défenseurs du camp. Ils sont tous dans le même bateau. Combattants, résistants, défenseurs du camp. Quel est le destin qui les attend? Quel sera votre destin? On deviendra des martyrs. Vous voulez finir ici? Vous imaginez vos mères venir vous voir ici? De toute façon, il ne restera plus personne. On vit dans l'humiliation. La vie n'a plus rien d'agréable. Pourquoi? Tout est devenu frustrant. Même à la maison? Le camp n'est plus vivable. L'armée n'arrête pas d'y entrer et de tout saccager. On m'a dit que tu étais bonne élève. Tu ne vas plus à l'école? Si, je continue d'y aller, mais on ne peut pas travailler. Pourquoi? À cause des raids presque quotidiens de l'armée. Prions pour tous les martyrs. Ryan et son père Abou Ammar viennent régulièrement au cimetière pour embellir la tombe d'Ammar. Abou Ammar travaillait comme déménageur. Aujourd'hui, il est au chômage. C'est pas une vie de vivre ici. Il y a des attaques quasiment chaque jour. Ça me déprime. Quand j'entends les coups de feu des tireurs d'élite, j'ai l'impression d'avoir été touché. Comme hier, quand le tireur d'élite a tué ces jeunes. J'ai cru qu'il m'avait tué moi aussi. J'ai pas envie de travailler, j'ai envie de rien faire. Je veux mourir en martyr. Je ne veux pas vivre sans mon frère. Sans lui, je ne supporte plus cette vie. Lorsque l'armée israélienne entre dans le camp, on instaure le couvre-feu. Aujourd'hui, Ryan retrouve ses amis juste en face du cimetière. Presque tous ont arrêté l'école. Amoudi, espèce de loser, t'es déjà mort. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais te montrer. Non! Non! Le père de Ryan se dirige vers la périphérie de la ville. Il veut trouver des pierres pour terminer la tombe de son fils. Ryan a énormément changé. Lui et son frère m'accompagnaient partout. On travaillait ensemble. Depuis que son frère s'est fait tuer, il a changé. Il est à fleur de peau. Dès que je lui adresse la parole, il s'énerve. Il me dit de lui ficher la paix. Il traite tout le monde de loser. Il ne respecte plus personne. Il passe son temps à jouer à des jeux vidéo, des jeux de guerre. Il veille toute la nuit et dort la journée. Contrairement à son père, la mère de Ryan est née dans le camp. Depuis la mort de son fils, elle parle à peine et ne mange plus. Cette pierre est d'un beau rouge. Elle a l'air antique. Ça fera bien sur la tombe. Ryan s'est mis dans la tête de devenir un martyr. Et ça ne me plaît pas. Je le suis pour voir où il va, qui il fréquente. Je me renseigne sur ses amis. Bien sûr que je me fais du souci pour lui. J'ai peur qu'il se fasse embrigader comme résistant. L'école privée de Youssef est située à la périphérie du camp. Il va bientôt cesser d'y aller car ses parents n'ont plus les moyens de payer les frais de scolarité. Depuis le 7 octobre, Israël a supprimé tous les permis de travail et interdit la majeure partie du commerce avec les territoires occupés. Contrairement à Youssef, beaucoup d'enfants du camp sont obligés de travailler pour améliorer les revenus de la famille. Par exemple en retirant la gaine de plastique des fils de cuivre. Le camp possède 4 écoles financées par l'ONU, 2 pour les garçons et 2 pour les filles. Maïsoun travaille dans une école mixte d'une ONG locale.
Enseignante, elle veille aussi sur le bien-être psychique et la sécurité de la trentaine d'enfants. On a fait beaucoup d'exercices et d'entraînements pour être prêt à réagir en cas d'attaque de drone, d'invasion ou d'urgence. D'abord, on s'isole dans une pièce et on essaie de rassurer les enfants. On rit avec eux, éventuellement on chante et on tape dans ses mains. Si la situation à l'extérieur n'est pas totalement hors de contrôle. Maysoun et ses collègues notent que malgré la violence ambiante, beaucoup d'enfants semblent calmes. Mais ils sont profondément traumatisés. Tout cela les perturbe, mais on tâche de leur faire comprendre qu'ils ne sont encore que des enfants. Leur arme, c'est le savoir et la connaissance. Ils doivent se projeter dans l'avenir et réfléchir à ce qu'ils veulent faire de leur vie. Les filles ont plus de volonté que les garçons. Elles veulent devenir enseignantes ou médecins. Les garçons, eux, préfèrent s'engager dans une voie radicalement différente. Maysoun a grandi dans le camp et y a élevé ses 3 enfants. Elle aime ce quartier malgré les décennies de violence et l'agression militaire. La paix sur toi. Comment ça va? Lorsqu'elle regarde les photos des morts placardées partout dans le camp, elle reconnaît souvent les visages adultes des enfants qu'elle a eus en classe. Aujourd'hui, elle et ses collègues sont en formation. On va parler des traumatismes et de la façon de les aborder. Yanis est psychologue à Médecins sans frontières. L'association humanitaire propose tous les mois des ateliers gratuits aux ONG locales. Entre 8 et 18 ans, les problèmes psychiques se manifestent à travers des symptômes très différents. Les plus jeunes ont tendance à régresser dans leur développement. Les enfants légèrement plus âgés, au début ou au milieu de l'adolescence, s'éloignent ou se détachent de leur famille. On note un engourdissement émotionnel et beaucoup arrêtent l'école. On ne parle pas de troubles de stress post-traumatique parce qu'il n'y a pas de post. La violence ne s'arrête jamais, en fait. Il s'est écoulé une semaine sans incident. Les drones volent plus bas que d'habitude. On ignore quand et d'où surgira le prochain raid. Les combattants de la résistance palestinienne conseillent à tous les habitants de rester chez eux et interdisent à quiconque d'entrer ou de sortir du camp. La nervosité monte d'un cran. Ici, ici. Je voudrais fermer le cercle. Viens là. Dans les jours qui suivent, Zahar reprend son travail de psychologue. Ça ne s'arrêtera pas. Mais je me vois mal abandonner les enfants. Si j'avais dû baisser les bras, je l'aurais fait il y a des années. Ma maison a été détruite en 2002. Mon fils et moi nous sommes retrouvés à la rue. Ça ne m'a pas empêché de continuer mon travail avec les enfants. Récemment, des adolescents ont réchappé à une attaque de drone qui a tué 2 des leurs, juste à côté de la salle de jeux vidéo. On n'a pas de ballon, mais imaginons qu'on en tient un dans les mains. Comme ça. Fais-le passer. Mohamed était à côté de la voiture quand Yasser Hanoun et Saïd se sont fait tuer. Il a des blessures sur le corps qui le perturbent. Elles sont très récentes et il ne peut pas en faire abstraction. Tu peux nous parler, Mohamed? Ta présence parmi nous est très importante. Quand et comment est-ce arrivé? On jouait à Celtic tous ensemble. Il riait comme d'habitude. Il se comportait normalement, mais à midi, quand il a ouvert la salle, il était stressé. Il croyait qu'il était suivi par des drones. La situation ce jour-là était critique. Oui, j'avais peur.
Les victimes collatérales de la frappe de drone étaient des adolescents de 16 ans. Lors de ces échanges avec les jeunes, Zahar cherche à aller de l'avant. On va tous se tenir la main pour se construire un avenir ensemble. Même si beaucoup de jeunes nous ont quittés. Nous devons reconstruire le camp et retrouver l'espoir. Ryan et sa bande ne bénéficient d'aucun soutien psychologique. Ils cherchent le réconfort en se racontant des anecdotes sur leurs amis disparus. L'oncle d'Amjad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a été tué pendant le raid de 2002. Il portait le nom de son oncle, tout comme Ashraf As-Saadi. Mon frère Ammar également, mon oncle aussi a été tué. Presque tous les martyrs avaient le prénom de leur oncle. Louange à Allah. Ils sont morts, mais on se vengera à la puissance 1000. Sans leurs fusils, ce sont des lâches. Ils sont forts simplement parce qu'ils ont des armes. S'ils n'étaient pas armés, on leur réglerait leur compte vite fait. Le camp de Jénine a le plus fort taux de chômage de tous les camps de réfugiés de Cisjordanie. La pauvreté y est criante, le décrochage scolaire particulièrement élevé. Le ramadan approche. Avec leurs tambours improvisés, les enfants réveillent les habitants pour leur dernier repas avant l'aube. Youssef n'a pas école et passe ses journées avec son grand-père. Qu'est-ce que tu fais? Quelle pagaille! Il n'y a rien de pire que le désordre des Arabes. Il n'arrêtait pas de nous dire « Bientôt vous rentrerez chez vous ». Mais on n'est jamais rentré chez nous. C'est comme pour les gens de Gaza, on leur a dit « Allez en Égypte ». Mais une fois là-bas, ils ne sont jamais revenus. Quand on quitte sa maison, on la perd. Ils ne peuvent pas rentrer. Le mieux est encore de ne jamais partir, de rester chez soi jusqu'à la mort. Un jour, on rentrera. Si je n'ai pas de chance, toi, tu l'auras. Si ça ne t'arrive pas non plus, ça arrivera à ton fils. Le nom de la Palestine sera conservé pour les générations à venir. On reviendra tôt ou tard. Alors prépare-toi. Je suis prêt. La prière du vendredi est la plus importante de la semaine. Et la plupart des hommes du camp fréquentent la mosquée. Abou Motahassem, Youssef et son petit frère partent tôt pour être sûrs de trouver une place assise dans leur coin habituel. Ils ne mangent pas, sauf une fois par semaine ou une fois par mois. Pendant le ramadan, il est interdit de boire et de manger durant la journée. Ce n'est qu'après le coucher du soleil qu'on peut rompre le jeûne. Tout le monde n'a pas les moyens de manger de la viande. Mais c'est le cas de la famille de Youssef. C'est la première gorgée d'eau qu'ils avalent de la journée. Durant cette période, le père aussi reste à la maison. Dans le camp, si les attaques ont cessé, il n'y a pas de trêve officielle pour autant. Personne ne semble d'humeur à célébrer les festivités d'usage.
Les prières nocturnes sont des temps forts du Ramadan. Hommes et femmes prient séparément. En octobre 2023, une mosquée a été prise pour cible. Mais pour l'instant, même les drones ont disparu. Les rues se remplissent d'hommes pour l'essentiel. Les femmes restent à la maison. C'est le deuxième jour du Ramadan. Abou Motahassem et Youssef s'occupent de leur petit jardin à l'extérieur du camp. Aujourd'hui, ils ont le droit de sortir et en profitent. Ce n'est pas toujours le cas. Tout droit là-bas, au-dessus du thym, tu trouveras les tuyaux. Apporte-les-moi. Cette terre n'est pas la mienne, c'est la sienne. Bientôt, je construirai ici une maison pour lui et son frère. Pourquoi tu les as arrachés? Il me raconte que c'était un beau pays où régnait la paix, où il n'y avait ni tir ni armée, où on vivait normalement. Les gens pouvaient sortir quand ils voulaient. Le mois dernier, Youssef rêvait de devenir dentiste. Aujourd'hui, il aimerait être pilote. Il peut compter sur sa famille pour l'aider à réaliser ses projets. Mais dans le camp de Jénine, l'ascension sociale est un privilège réservé seulement à quelques-uns. Ryan est resté à la maison toute la journée avec son père, sa mère et sa sœur. Depuis la mort de son autre fils, sa mère ne met quasiment plus le nez dehors. Ryan a déjà abandonné sa scolarité. Il ne fait rien pour trouver du travail, pourtant à 13 ans, il devrait contribuer au revenu familial. Son père, lui, cumule les petits boulots mais gagne 3 fois rien. Ils ont attendu la tombée de la nuit pour parfaire la tombe d'Ammar. Des drones israéliens ont survolé le cimetière toute la journée à basse altitude. Depuis l'attaque du 7 octobre, le prix des matériaux de construction flambe dans toute la Cisjordanie. Et Abou Ammar en a fait les frais. Mais la tombe est enfin terminée. Quatre mois se sont écoulés depuis la mort du frère de Ryan. L'humeur du jeune garçon ne s'est pas améliorée. Les sépultures d'adolescents se multiplient. La tombe est trop basse. Ça n'a pas été bien fait. Mais bon, c'est peut-être mieux comme ça. Non, ce serait mieux si elle était un peu plus haute, comme celle-ci. Et le basilic? Il est là. Pourquoi on l'a coupé? À cause de la pluie, cette fleur est plus belle et plus décorative. Tu n'oublieras pas d'en planter sur ma tombe.